On a fait vos tops. Passons désormais à vos flops. Yacine, je reviens vers toi. C'est un peu le flop de tout le monde, hein. Tout le monde voulait le prendre. Et je vous laisserai détailler aussi si vous voulez, JB et Nico. C'est Lucas Beraldo, toi, ton flop hier, Yacine. Alors, il y avait aussi, tu avais parlé d'Achraf Hakimi, mais allons sur Lucas Beraldo, Hmm. le Brésilien de 20 ans, arrivé de Sao Paulo pour 20 millions d'euros. Et donc, pour toi, c'est ton flop hier. On rappelle, hein, c'est un défenseur central de formation. Il était aligné en tant qu'arrière-gauche hier à la place de Lucas Hernandez. Ouais. Alors j'aurais pu mettre Ruiz, mais comme il a lancé Barcola, il avait un petit point de plus que, euh, que Beraldo. Beraldo, il a 2 sur 20, mais avec la passe de Ruiz, ça lui fait 3 sur 20 Ruiz. Donc j'étais obligé de prendre Beraldo. Non, mais Beraldo, en fait, c'est compliqué parce que c'est un flop. Il défend mal, il est lent, il a un mauvais positionnement sur plein d'actions et en première mi-temps, c'est une catastrophe. Le problème de Beraldo, c'est que déjà, c'est un défenseur central, que dans notre fameux space du mois de décembre, il y a quand même un journaliste brésilien qui nous a dit qu'il ne le voyait pas jouer latéral gauche et qu'il l'avait jamais joué latéral gauche. Euh, Donc je le mets dans les flops parce que son match est pas bon. Maintenant j'ai envie de dire, j'ai presque envie d'associer Luis Enrique à ce flop. Parce que celui qui fait le choix de mettre Beraldo à gauche dans une position compliquée, qui n'est pas la sienne, en plus à un poste qui est totalement différent, bah, c'est Luis Enrique. Donc, euh, tu ne peux pas dissocier Luis Enrique de ce flop-là. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Beraldo n'a pas fait un bon match. Voilà, on est obligé de le constater. Mais il a à sa décharge le fait que c'est pas son poste. Et quand j'ai hésité avec Hakimi, tu vois, je prends Beraldo parce qu'en fait, il y a aussi cette gestion de Luis Enrique qui entre en jeu. Ça veut dire cette fameuse polyvalence absolue qui est un peu fatigante. Mais évidemment que dans l'absolu, ce que tu attends de Beraldo ou d'Hakimi, Hakimi est plus un flop que Beraldo. Mais Beraldo, ça me permettait aussi voilà, de dire que Enrique, à un moment donné, les recherches et les tests et les inventions, bon, ok, super, hein, vas-y, t'as gagné la Ligue des Champions, t'es un grand coach, moi je suis rien, mais bon, voilà, quoi, il y a 2 minutes, il faut arrêter les conneries. Et d'ailleurs, alors je sais que c'était aussi le flop de JB qui a accepté de prendre un autre joueur, mais il a répondu sur le fait que pourquoi il avait titularisé Beraldo hier. Alors, d'après hier, Olivier Talleyrand disait que c'était un problème physique, et lui, il a répondu, Luis Enrique, en conférence de presse, en disant d'après-match, en disant qu'il n'y avait pas de problème physique avec Hernandez. Donc peut-être que c'est aussi un peu du poker menteur, hein. Et il avait répondu, pourquoi ce choix? Bah, c'est comme un journaliste. Pourquoi question? Car tu es un journaliste. Moi, je décide des joueurs et des compositions. Je suis entraîneur. C'est mon travail. J'aligne les 11 joueurs que je considère les meilleurs pour débuter un match. Si on me demande de recommencer, je choisirai les mêmes joueurs. Un petit peu agacé, Luis Enrique sur Ouais, une c'est question rare, sur des fois, Beraldo. normalement, il répond calmement. Ouais. Et là, voilà. Il était un peu agacé sur la question, mais bon, c'était légitime de poser la question. JB, du coup, toi, tu as pris un autre joueur, puisque voilà, Yacine a un peu détaillé sur Beraldo. Fabian Ruiz, d'ailleurs, dont parlait un peu Yacine, au milieu de terrain. Pourquoi tu n'as pas aimé la performance de l'Espagnol? Bah, on va faire court, hein, à l'image de sa prestation. Et même depuis qu'il est sous maillot du PSG, il est lent, il lui faut toujours 3 quarts d'heure, il faut toujours qu'il fasse des tours sur lui-même. La plus-value, on la voit pas. Défensivement, il n'est pas à la hauteur. Offensivement, c'est une catastrophe. Les 3 quarts du temps, tu découvres qu'il est là au bout de 25 minutes. Et là, hier, honnêtement, est-ce qu'il a été transcendant? Oui, effectivement, il y a l'action qui lui permet de passer de 2 sur 20 à 3 sur 20, comme le disait Yacine. Mais Ruiz, tu as l'impression que c'est l'erreur de casting permanente. Sa place, ça serait davantage sur le banc. Le problème, c'est qu'il n'y a personne pour le remplacer. Donc, tu vas le garder. Mais je suis pas fan, moi, de lui. Je suis pas fan du joueur. Je trouve que tendance à ralentir le jeu, à pas forcément l'éclairer quand il le faudrait. Et tu as l'impression que dès qu'il est sous pression, il n'existe plus. Euh, il ressemble de plus en plus à Herrera, ce qui me pose un problème aussi. Mais il va moins au bois de Boulogne. Donc, bon, peut-être une chance pour nous. En attendant, voilà, ce sera mon commentaire final. Bon, moi, je suis pas trop d'accord avec votre vision sur Fabian Ruiz, parce que je trouve que on a beaucoup tapé sur Ugarte en disant qu'il n'arrivait pas à ressortir les ballons, etc. Alors, peut-être parce que c'est grossier avec l'image du match hier, mais je trouve que là, les derniers matchs, il a été titularisé contre Lille, contre Brest. J'avais trouvé plutôt bon devant la défense. Fabian Ruiz, il amène un peu de taille, ce qui manque un peu parfois au milieu de terrain du PSG, un peu de puissance. Et d'ailleurs, Luis Enrique, parfois, l'utilise aussi en relayeur. Donc, c'est pas forcément que devant la défense. C'est un peu mais hier, devant la défense,
en deuxième période, moi, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Et je trouve qu'il fait plutôt des bons matchs, même si alors, je n'avais pas non plus aimé sa première saison l'année dernière. Je trouvais qu'il était un peu pâteau, un peu lent, mais bon, à l'image de tout le milieu de terrain, là, d'ailleurs, on disait les mêmes choses sur Vitinha, qui n'avait pas de responsabilité, qui était un peu bouffé par être devant. Mais je trouve que cette année, Ruiz, quand il joue, il n'est pas mauvais. Je ne dis pas qu'il est pas transcendant, mais il n'est pas mauvais. Et il apporte autre chose que Manuel Ugarte. Après, Ouais, il fait monter la moyenne de centimètres, c'est vrai. C'est intéressant, ça. Et de pas se réussir vers l'arrière. Non, mais le mec, il fait 1m87 ou 88 ou je sais pas. Il y a une remise de la tête de Marquinhos. Non, mais le mec, il recule, il va même pas mettre la tête. Et vous me parlez de taille. Mais à quoi ça sert la taille si tu me mets jamais la tête? Et en plus, dans les duels, il est même pas costaud. Non, mais c'est un joueur. Tu sais quoi? Je vais te dire. Et je le dis parce que je me suis souvent pris la tête en plus avec des gens que je connais là-dessus. Fabian Ruiz, je l'ai découvert à l'Euro Espoir avec Ceballos. Et je vous jure que j'ai kiffé ce joueur. Voilà, je me dis, putain, c'est un joueur de foot. Ça pue le football. Depuis, je l'ai vu à Naples avec des bons matchs, mais parfois des matchs neutres, transparents. C'est un joueur neutre. Voilà, c'est un joueur qui n'a rien de spécial. De temps en temps, il fait une passe vers l'avant, comme sur Barcola, parce qu'il a 3 jours et demi, comme Paredes. Tu sais, Paredes, tu sais, les joueurs mythos. Voilà. Les joueurs qui te font une passe vers l'avant, mais quand le premier défenseur, il est à 29 mètres de toi. Dès qu'il y a de la densité, il ne peut pas faire une passe. Il lui faut 4 jours et demi pour se retourner quand il joue en 6. Il ne fait pas de passe vers l'avant. Il ne fait pas de renversement. Il n'y a pas de vitesse dans ses courses. C'est un joueur neutre. C'est des joueurs comme ça, franchement, je redis, hein, à l'Euro en Espagne, je pensais vraiment que c'était un crack. Là, je le vois jouer. Bon, normalement, sur la région parisienne, samedi, si je fais 5-6 stades, je ramène 2 quarts entiers de Fabian Ruiz. Bon, de toute façon, je vais pas aller plus loin parce que je vois que dans les commentaires, tout le monde est du côté de Yacine en disant non, non, Hugo, machin, tu te trompes. Yacine a raison. Fabien Ruiz manque de calcium. Contre une top équipe, on va se marrer avec Ruiz au milieu. Le joueur n'est pas mauvais. Il a une bonne qualité de passe. 95 ballons touchés, 8 passes vers l'avant. Le mec, écoute bien, le mec a joué 6. Ça veut dire que dans son dos, il y a Marquinhos et Danilo. Tu as des latéraux qui jouent assez haut, à part Beraldo là. Le mec a touché 95 ballons, il a fait 8 passes vers l'avant, alors qu'il y a 6 joueurs devant lui tout le match. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'hier, il n'avait pas été dingue, mais comme toute l'équipe en première période, il n'était pas plus nul qu'un autre en première. Mais bon, bref. Ah non, ça, comme tout le monde a été nul. Et vous trouvez que Zaïre Emery, il a été meilleur hier? Non, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Mais le problème, c'est que Ruiz, tu lui demandes de jouer ici, c'est de sortir les ballons. Mais il n'est pas capable de sortir un ballon. Bah, il faut le mettre relayeur alors. Il ne faut pas le mettre devant la défense. Il ne faut pas le mettre, quoi. Bah alors, très bien, d'accord. Donc, faut pas le mettre. Mais si on met Ugarte, vous dites Ugarte, etc. Il est en sur-régime au début de saison. Oui, le problème, c'est, on en reviendra vite fait à la construction de l'équipe, c'est qu'en fait, ni Solaire, ni Ruiz, ni Ugarte doivent être là. Voilà. Et encore moins avec les idées de jeu de Luis Enrique. Mais il fait comment, Luis Enrique? Donc, ça veut dire qu'il met pas les trois, il met Ethan Mbappé? Bah non, il met débrouille-toi. Moi, je sais pas, il a des joueurs polyvalents. Mais Asensio en 6. De toute façon, au point où on en est, vu qu'il n'y a pas d'impact, mais Asensio en 6, au moins peut-être qu'il te sortira des ballons. Et puis, il paraît que tout le monde est polyvalent. Alors, vas-y. Bah, Asensio qui fait des. Bon, je vais pas le défendre, mais Asensio, j'aime bien. Qui fait des très bonnes rentrées. Il fait des bons matchs. Bah oui, bien sûr. Il fait des bons matchs. Ouais, il fait des bons matchs, Asensio. Alors, on peut pas trop en parler parce qu'on n'a pas le temps, il faut qu'on avance. Mais voilà, Marco Asensio, bon match. Bonne rentrée, en tout cas. Nico, je viens te voir pour le dernier flop de notre partie sur ces top et flop du match hier face à la Real Sociedad. Toi, tu as choisi, du coup, je sais, c'était le deuxième, voire le troisième choix, mais il fallait que tu en prennes un. Tu as pris Achraf Hakimi. Ah bah, je savais même pas, tu vois. Parce que vu qu'effectivement, j'avais donné tout le monde, moi. Oui. T'avais donné tout le monde, donc j'en ai pris un dans la liste, quoi. D'accord, bah écoute, va pour Hakimi. Tu veux faire un autre joueur? Tu peux faire Marquinhos, tu peux faire Marquinhos. Non, Marquinhos, j'ai pas envie de. Non, laisse-le, il a encore un tout petit peu de mental. On va pas l'enterrer dans le match retour, lui. Laissons-le tranquille pendant 3 semaines. Non, parce qu'en plus, après ces 20 premières minutes, j'ai cru qu'il allait s'effondrer et il s'est remis dans le match. Moi, après ces 2 premières, moi déjà, j'ai cru qu'il s'est effondré. Hein. J'ai même cru qu'il s'était effondré au moment de l'échange des Fanions, si tu veux. Donc, non. Hakimi, oui, Hakimi décevant hier, mais c'est ce qu'on a un petit peu dit tout à l'heure, donc je ne vais pas être long. Hakimi décevant dans ses choix avec le ballon, beaucoup de mauvaises passes, beaucoup de
beaucoup de déplacements qui sont pas bien sentis. Et en fait, moi, j'ai commencé à voir Hakimi quand il a fait sa première combinaison avec Dembélé à l'heure de jeu, quoi. Voilà. Alors, c'est un côté qui marche vraiment du feu, Hakimi Dembélé, et il a fallu attendre 1 heure pour les voir ensemble combiner. Donc voilà, un petit peu déçu par son match hier, et puis surtout déçu par ses pertes de balles très dangereuses, quoi. Voilà, c'est pas la première fois qu'il nous le fait quelques dingueries, Hakimi, mais je trouve qu'il a souvent tendance à être un peu trop relâche, un peu trop sûr de sa technique. Et il y a des passes qui sont un petit peu flippos, quoi. On dirait Donnarumma, mais sur le côté. Et du coup, à l'arrivée, ouais, j'ai trouvé que c'était un match moyen, très moyen. Très bien. Bon, voilà pour vos top et flop. Alors, on avait dit qu'on ferait une émission un peu plus courte, mais bon, il y a eu aussi l'explication du retour de pourquoi on revenait du podcast Enjeu Capital de Paris United. On va essayer de faire court. Ça pourra être, je pense, un thème dans nos émissions mensuelles que l'on va faire désormais sur des sujets un peu plus à froid. PSG, une équipe de contre-attaque. Mais je pense que les gens aussi, on va essayer d'être rapide, ont aussi envie d'entendre vos avis là-dessus, sur le fait que Luis Enrique, quand il est arrivé en début de saison, reprenait sa conférence de presse de sa présentation où il dit qu'il veut avoir une équipe de possession, qui a la maîtrise du ballon, qui gère la maîtrise du match, etc. Et au final, on se rend compte, messieurs, Nico, je vais revenir vers toi, parce que tu as le moins parlé sur les flops, que c'est une équipe qui fonctionne très bien en contre-attaque avec les profils que tu as dans l'équipe, et qu'au final, Paris, quand il a le ballon, est souvent met du temps à concrétiser ses occasions, fait tourner le ballon, mais souvent stérile, voilà, chercher le mot. Et au final, quand il est en contre-attaque, se révèle être performant et percutant. Ouais, mais oui, j'entends ce discours de dire qu'effectivement, on est plus efficace sur de la transition, mais effectivement, si la question c'est de savoir est-ce que le PSG, quand ils partent comme des flèches à 3, est plus dangereux quand il n'y a que 3 défenseurs devant eux parce que c'est un contre, ou quand il y a toute l'équipe qui est en bloc bas en face et qui bétonne. Oui, effectivement, c'est plus facile, mais pour toutes les équipes dans le monde, j'ai envie de dire, hein. Je trouve malgré tout qu'encore une fois, tu as dans cet effectif des profils de joueurs qui te permettent d'appliquer la possession voulue par Enrique. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les joueurs de couloir qui sont capables en 1 contre 1 d'éliminer. Tu as des latéraux également, je trouve, qui sont dans l'effectif, qui sont complètement adaptés à ça. Hakimi à droite, alors malheureusement il est blessé de l'autre côté, mais Nuno Mendes à gauche. Je trouve que quand on va voir ces deux paires-là réunis, on aura vraiment sur les côtés une force de frappe assez énorme. Après, effectivement, mais on l'a aussi dit, à partir du moment où tu as un déficit créatif dans tes milieux de terrain, et personne ne va le nier, c'est évident que c'est plus compliqué de faire des passes décisives et de créer des déséquilibres face à un bloc bas et en passant dans l'axe. Oui, évidemment, je vais te dire ça. Est-ce que Mbappé est meilleur quand il a 30 mètres devant lui pour courir ou quand il a 2 mecs qui le prennent arrêté? Bah, c'est pareil. Donc, Luis Enrique, il dit quand même pas mal de conneries en interview depuis le début de la saison. Il se fout bien de la gueule des journalistes, il me fait bien marrer parce que je suis pas en face de lui. Je pense que si j'étais encore avec ma carte de presse, aller l'interviewer, il me rendrait dingue. Mais bon, alors, là, c'est plus le cas. Qu'est-ce que tu lui poserais comme question alors si tu étais en conférence de presse? Est-ce que, non, mais toi, quand tu lui demandes, est-ce que effectivement son effectif est adapté à ce qu'il demande, à son projet de jeu, c'est une question qui est effectivement intéressante, mais il faudrait aller un peu plus loin que ça. Est-ce que ses milieux de terrain lui permettent effectivement d'avoir une possession dans l'axe? Est-ce que son bloc actuel n'est pas justement limité par uniquement du jeu de côté? Enfin, Yacine sera beaucoup plus performant pour rentrer dans des domaines tactiques, mais moi, en tout cas, de mes yeux de néophyte qui regardent le foot comme vous tous, je trouve que cette équipe, elle est assez stéréotypée. C'est quand même efficace parce que tu as de la qualité, mais c'est vrai que le jeu du PSG offensif, ça passe 80% par les 1 contre 1 sur les côtés. Enrique, de toute façon, depuis le début de la saison, il ne travaille que ça. Alors, est-ce qu'il fait ça parce qu'il est limité dans l'axe par des milieux de terrain qui n'ont pas de niveau? Est-ce qu'il fait ça parce qu'il pense que c'est très efficace aujourd'hui et que c'est la meilleure solution? Il y a pas mal de choses à faire. Mais après, moi, ce que j'aime bien dans ce que dit Luis Enrique, malgré tout, au milieu de toutes ces conneries, c'est quand il dit que son équipe, il veut pas que son équipe soit réduite à oui, c'est une équipe de transition ou non, c'est une équipe de possession. Il veut que son équipe soit efficace dans différents systèmes de jeu et surtout dans différentes situations dans un match. Moi, je trouve qu'il y a effectivement une force très très importante en transition, mais je trouve également que ce qu'on fait avec la possession n'est pas complètement déconnant non plus, quoi. J'ai pas trop répondu à la question, mais vu que je sais pas trop quoi dire, démerdez-vous. Non, si, tu as répondu, Nico, avec tes arguments. Ça te va comme réponse, je prends. Qui veut réagir ensuite? Yacine, JB, sur le fait que Paris
et plus une équipe de contre-attaque? En fait, alors, il y a deux choses. Là où je rejoins Nico, c'est que il n'y a pas d'opposition à être une équipe de possession et de jouer les contres, en fait. C'est pas, t'es une équipe que de contre ou une équipe que de possession. Et d'autant plus aujourd'hui parce que déjà, déjà, tu es étudié par tous tes adversaires. Aussi parce que tu ne peux pas, tu deviens trop lisible si tu sais faire qu'une chose, sauf quand tu as des joueurs exceptionnels. Mais là, on est enfin, là aujourd'hui, tu n'es pas dans cette configuration-là. Euh, Moi, ce qui me dérange en fait, c'est que tu peux essayer de jouer haut, d'avoir la possession, mais de créer tes espaces. Parce que finalement, c'est ce qu'a fait le Barça, c'est ce que fait City. City ne rencontre pas que des équipes qui viennent les chercher, hein, ce que je sache, ils jouent aussi des blocs bas. Le problème, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui crée tes espaces? Ce qui crée tes espaces, c'est les mouvements, c'est le dribble, c'est la spontanéité, c'est le genre une touche, deux touches, donc c'est la vitesse de transmission, et c'est des courses coordonnées. Le problème, c'est qu'en fait, cette équipe, moi, ce qui me dérange dans la possession qu'elle a, c'est qu'il n'y a pas de course. En fait, Dembélé est à droite, Barcola est à gauche, Mbappé dans l'axe aujourd'hui, des fois accompagné d'Asensio quand tu as décidé de mettre que deux milieux de terrain. Mais il n'y a pas de course qui crée. Parce qu'en fait, un bloc bas, même si au départ, les équipes décident de jouer deux lignes de 4 très bas. Mais en fait, à un moment donné, les courses, il n'y a aucune équipe au monde qui va dire, par exemple, quand Asensio va venir décrocher, ouais, laisse-le, Asensio, laisse-le décrocher, nous, on reste en place. Tiens, il y a Barcola qui rentre à l'intérieur. Non, laisse-le, on s'en fout. Ah, tiens, Dembélé maintenant. Non, laisse-le, on s'en fout. Nous, on reste deux lignes de 4 bêtement et on ne bouge pas. En fait, c'est ça le problème. Et la deuxième chose, quand je parle d'intensité des passes, c'est que, évidemment, que quand je parlais tout à l'heure de Vitinha, quand tu fais 2, 3, 4 touches avant d'aller chercher Asensio, avant d'aller chercher Zahir Emery, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'équipe adverse, elle a le temps de se replacer. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas fixer, tu donnes. Le joueur à qui tu as donné à ce moment-là, puisque tu as fixé, il y a quelque chose qui s'est créé. Bah, c'est là qu'il doit y avoir des trucs qui se passent vite dans les courses, dans les passes. Sauf que nous, on fait que des passes à 2 à l'heure. Et en fait, à l'arrivée, quand tu regardes, la première chose, c'est que quand on est contre des blocs bas, c'est soit des exploits individuels, c'est pas des actions tac, tac, je sens, je mets devant le but, machin, ou soit les moments où l'équipe adverse se dit un peu on est en train de prendre confiance, ça joue pas en face, et commence à sortir. Et puis là, tu récupères un ballon, en 3 passes, tu vas devant le but et tu marques. Et d'ailleurs, la plupart des buts du PSG, encore une fois, des buts, hein, même des occasions, le match de Dortmund, etc., on peut reprendre plein, c'est sur ces phases-là. Donc, il y a une dernière solution sur cette histoire de possession. C'est à ce moment-là, fais une possession pour tout doucement attirer l'équipe adverse. Voilà, tu viens les chercher un peu à l'intérieur de tu ressors, mais tu ressors parce que tu te dis ils vont venir te chercher. Voilà. Aujourd'hui, moi, ce qui me dérange dans la position de Luis Enrique, c'est que c'est une position qui ne sert à rien. La dernière fois, j'ai vu une stat, je ne sais plus quel match. Je crois qu'il y a eu, allez, je dis n'importe quoi, mais sur 300 passes, il y en a eu 229 entre les deux centraux et le 6. Ah, mais ok, je veux bien, moi, la possession, mais elle sert à quoi cette possession? Voilà. Donc, c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, et c'est pour ça que je finis là-dessus. Mais peut-être que le futur du PSG en Ligue des Champions, il est peut-être plus radieux qu'on ne le pense, malgré le niveau des joueurs global. Parce qu'en fait, peut-être que quand tu vas jouer City, qui va venir te chercher, peut-être que c'est l'équipe qui va finalement te permettre d'utiliser le mieux les caractéristiques de tes joueurs qui vont très vite dans ces phases-là et d'avoir de la profondeur. Je ne sais pas. Voilà, peut-être que c'est aujourd'hui, finalement, ces équipes contre qui tu auras le plus d'occasions. JB, on parle de ça et Yacine a développé, Nico à juste titre, c'est que en fait, quand Paris a le ballon en phase de possession, il n'y a pas vraiment de circuit travaillé, de combinaison. C'est plutôt on fait circuler le ballon, puis on attend qu'à un moment il y a un appel d'un des 3 devant ou qu'un milieu plonge dans la profondeur pour essayer de le servir. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a le cas hier avec le but de Barcola. Hein, c'est une situation typique de contre-attaque avec Dembélé qui rentre dans l'axe, il s'appuie sur un milieu, et puis ensuite Barcola lancé, il joue un contrat. On a l'impression qu'on n'est pas équipé pour faire autre chose. C'est peut-être ça le problème. C'est ce que disait très justement Nico. C'est-à-dire que si on avait un autre niveau en termes de milieu de terrain, on serait peut-être à proposer autre chose. Après,
ouais, sur ce football de transition-là, qui est un football de contre-attaque, ça fonctionne. Tu marques. Et tu as peut-être, effectivement, tu as raison, Yacine. Peut-être que c'est la saison où tu vas créer une surprise. Ça serait quand même fou, quoi, quand on y Bah ouais, quand- le Chelsea 2012 qui Voilà. gagne avec des champions, c'est pas le meilleur Chelsea. Hein. Voilà. Et c'est vrai que si on imagine un match fermé, que tu n'encaisses pas de but derrière et tu as une capacité de contre avec les trois fous furieux, sans compter Asensio, qui à mon avis servira beaucoup sur la fin de la saison, donc tu peux avoir quelque chose. Après, moi, ce qui me gêne plutôt là-dedans, c'est qu'on aurait aimé avoir un discours un peu plus construit, parce que les coachs modernes aujourd'hui servent ce type de discours. Luis Enrique, il est dans le refus de l'explication, il est dans le refus de l'analyse, et il se fout de la gueule du monde. Alors, c'est drôle à voir avec des journalistes, parce que tu sais clairement que le journaliste aujourd'hui est pétrifié, parce qu'il sait qu'il va se prendre un scud quoi qu'il sorte, et quoi qu'il demande. Mais c'est vrai que l'absence d'explication, en tout cas de discours, fait que il laisse la place à des débats qui sont autour de choses assez creuses. On ne sait pas ce que Luis Enrique pense véritablement du football de transition et de possession. On ne sait pas ce qu'il met derrière ça. On ne sait pas finalement ce qu'il appelle de ses voeux. Et c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire c'est l'absence d'un discours sur le football pratiqué. Or, aujourd'hui, la presse française est incapable d'aller le chercher là-dessus. Et moi, c'est là où je vois le manque. Parce que finalement, nous, on en est à faire avec le peu de choses données et à voir le contenu des matchs en se disant qu'est-ce que ça peut donner. Bon, c'est peut-être ça qui manque, c'est le déficit de communication, à mon avis. Après, en même temps, Il les y a- questions, elles sont pas toujours. Elles Oui, sont mais pas ça, toujours. c'est à l'image de la presse française, hein, sans vouloir être J'avoue, c'est vexant, dur. Parce que je reviens, c'est assez mais médiocre. il y voilà. a Donc, une déclaration de Luis Enrique hier justement sur sur le match d'hier. Et en expliquant, il disait ce sont les joueurs qui ont cru en eux. Je vous le dis depuis le début, c'est un jeu. On aurait pu perdre. Il faut être fidèle à soi-même. Les supporters, quand ils sont venus nous voir au centre d'entraînement, parce qu'il y avait eu le centre d'entraînement, le campus PSG à Poissy ouvert pour le CUP, les supporters qui étaient venus encourager les joueurs avant ce match hier en Ligue des Champions. Et ils nous ont dit, les supporters, que ce n'était pas grave si on ne gagnait pas avec des champions. Si on donnait tout sur le terrain, ils ont raison, le football est un jeu et si on perd, tout le monde reprendra ensuite le cours de sa vie. En gros, il disait que si Paris donne tout et si Paris montre le meilleur visage qu'il peut et qu'il tombe face à meilleur que lui, et ça a joué un peu ce qu'on dit sur le système de jeu, etc. Si tu tombes sur une équipe qui arrive à déjouer ça et à être plus performante, on dira bravo à l'équipe adverse et puis Paris a tout donné. C'est ça qu'on essaye de développer aussi, c'est le fait d'utiliser les joueurs que tu as dans les meilleures dispositions avec les bons profils et de ne pas jouer un autre football que tu ne peux pas faire. Après, en fait, Hugo, justement, là, excuse-moi, Yass, vas-y. pour le coup, je trouve que cette saison, mis à part 2-3 matchs ou 2-3 joueurs un peu identifiés, je trouve qu'il y a justement ce côté un peu plus équipe qui se dépouille, qui se fait un peu plus mal. Les stades de kilomètres sont quand même vachement plus Oui, bien que l'an sûr. dernier. Il y a quand même, je trouve, même dans des matchs où c'est compliqué, il y a toujours cet esprit un peu de guerrier, de révolte. On est passé à côté de quelques matchs, mais je vous rappelle que, on vous l'a déjà dit l'an dernier, on est sur un nouveau projet, il y a eu beaucoup de recrues. C'est un club qui a tourné une page importante avec Neymar, avec Messi, même si c'était depuis moins longtemps, mais on a vraiment réorienté cet effectif. Je comprends les supporters parisiens qui se disent qu'en ayant claqué 500 millions au mercato, tu vas forcément avoir une équipe super efficace. Mais des équipes qui jouent collectivement comme City, il y en a combien en Europe aujourd'hui? Il n'y en a pas beaucoup. Alors, tu as effectivement. Non, mais tu vois, alors, bon, City en plus, ça s'est construit sur la durée. Alors, effectivement, une équipe comme Leverkusen pratique un football très agréable. Mais aujourd'hui, les Leverkusen, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas en Ligue des Champions. Donc, c'est pas non plus. Il va falloir du temps pour déjà façonner l'effectif où tu vas laisser Luis Enrique pendant plusieurs saisons. C'est Nico qui coupe un peu. T'as un petit bug, Nico. Ouais. C'est vrai? Vous m'entendez ou pas là? Ouais, ça coupe, ouais. Bon, en gros, soyez patients. Voilà ce que je veux vous dire avec cette équipe. Il va falloir la renforcer. Et évidemment que tout ne va pas se faire comme ça en 6 mois. Mais c'est pour ça que j'ai cette déclaration, Nico. C'est dans le sens où je pense que les supporters se retrouvent plus dans le visage de l'équipe cette saison et qu'ils leur ont dit si vous perdez, si vous êtes éliminé avec des champions, vous êtes tombé sur meilleur, tant pis. Enfin voilà, c'est pas grave. Alors que l'année précédente, ou les autres années même, c'était plus lié à ce qu'on voyait sur le terrain et le comportement des joueurs. Tu vois, c'est dans le sens-là que je disais cette déclaration. Non, mais tu vois, mec, Yacine, par exemple, trouve que le PSG est nul. On va pas se mentir, il n'aime pas. Mais encore une fois, cette équipe-là, par rapport à l'effectif actuel, il va falloir le renforcer intelligemment. Mais je trouve quand même qu'il y a une base intéressante dans les comportements.
dans l'idée de construire quelque chose sur le long terme. Moi, je me reconnais plus dans ce PSG que dans celui de l'an dernier ou d'il y a 2 ans avec Messi. Mais il n'y a pas photo pour moi. Je prends malgré tout plus de plaisir à les voir jouer, même s'il y a une qualité technique qui est moins importante. Effectivement, quand tu avais Verratti au milieu de terrain, tu avais un milieu de terrain qui était quand même beaucoup plus fort. Moi, aujourd'hui, quand je vois les mecs se battre, je me reconnais plus là-dedans. Donc, je comprends qu'on veuille tout de suite très vite du football, de la qualité, des résultats. Je trouve quand même bien que ce PSG-là prenne le temps de se construire et il va falloir accepter encore une fois que ce PSG-là n'est pas capable de produire un football comme City au bout de 6 mois. Pour moi, c'est logique. Après, avec l'effectif actuel, évidemment, tu n'auras jamais la qualité technique de City au milieu de terrain notamment, qui va évidemment falloir trouver des joueurs qui rentrent dans un autre câble. Je pense qu'un mec comme Bernardo Silva aurait fait un bien fou, par exemple, cette saison. Mais je trouve quand même, malgré tout, que le PSG va dans la bonne direction. Et si le PSG doit se faire éliminer par la Real Sociedad dans 3 semaines, je serais comme vous, je serais très déçu. Je pense que on parlera de saison ratée. Par contre, si derrière tu tapes Manchester City et que tu te fais éliminer en te battant avec tes armes, moi je ne serais pas scandalisé par cette saison, loin de là, quoi. Je plus sois, comme on dit, Nico, je suis d'accord avec toi. Est-ce que Yacine, tu veux rajouter un dernier mot ou on termine le podcast là-dessus? Est-ce que tu veux dire Je vois un commentaire, c'est pour ça que je te dis ça, je vois un commentaire en disant Yacine, c'est Rash2510 qui dit ça. Yacine ne trouve pas que la team est nulle, mais avec l'œil tactique qu'il a, il rage de ne pas voir plus. C'est ça, Yacine? Moi, j'ai dit, je trouve qu'il y a des séquences de jeu qui sont intéressantes, mais je trouve pas que cette équipe montre des choses exceptionnelles, qu'elle progresse, même qu'elle progresse jusqu'à. Franchement, à part le match de Lille, désolé, mais décembre, janvier, pour moi, il y a eu des matchs, c'était horrible, quoi. Donc voilà, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Et le truc, c'est que moi, j'aime bien quand. Tu sais, tu sens quelque chose. En fait, le truc, je vais finir là-dessus parce qu'en fait, c'est pas le tactique. C'est Luis Enrique, je suis d'accord pour chercher des choses, pour faire progresser ton équipe. Je trouve qu'à un moment donné, il y a des limites à ça, notamment dans les positionnements de certains joueurs, etc. Et je trouve que finalement, il n'y a pas de ligne directrice. Après, peut-être qu'il a raison. Et la dernière chose, c'est que, encore une fois, moi, je vois pas je vois pas l'avenir. Donc, moi, j'analyse les choses aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà ce que je vois. Je ne dis pas que dans 1 an et demi, ou dans 1 an même, ce PSG produira même pas plus que ce que fait Leverkusen aujourd'hui. Peut-être que ce sera le cas. Je dis juste qu'aujourd'hui, je vois ça, et les signes qui montrent que ça va aller mieux, aujourd'hui, j'en vois pas. Pas spécialement ce que je veux dire, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, quand on parlait des milieux de terrain, bah oui, comme on l'a dit avec Nico, ouais, j'enlève Ruiz, je mets Ugarte, je ne vais pas te dire que ça va aller mieux. Parce que pour moi, en fait, sur le banc, il n'y a pas de joueurs qui sont aujourd'hui capables de t'amener plus que ça. Donc cette année, je ne verrai pas mieux. Alors après, il y aura des choses peut-être positives, etc. Mais voilà. Maintenant, je pense que je termine avec ça. Je pense vraiment que la construction de l'effectif, elle n'a pas été faite avec Luis Enrique, même s'il a envie de mentir en conférence de presse à raconter qu'il était d'accord avec tous les transferts, que tout se passe bien. J'y crois pas une seconde. Voilà pour notre dernier débat du jour, pour le retour du podcast Hors Jeu Capital, le 270e numéro. Merci à vous d'être aussi présents pour le retour des podcasts. Je vois un commentaire de Julien Medena qui nous dit « Vous aviez disparu, vous étiez où les gars ?» Alors, on va reprendre les annonces du jour. Pour ceux qui n'étaient pas là en début de podcast, on va vous redétailler rapidement. On aura l'occasion évidemment dans les prochains podcasts parce qu'on revient désormais de façon régulière pour débriefer tous les matchs. Donc, vous allez nous revoir très, très régulièrement. On peut remettre le visuel, s'il te plaît, Yacine, ouais. Pour détailler rapidement. Je vais détailler avec JB les conditions le retour de Paris United, dans quelles conditions il se fait. Alors, évidemment, le retour des podcasts avec votre team habituel, avec Yacine, Nico et JB aujourd'hui, mais il y aura évidemment d'autres personnes que vous avez l'habitude de voir sur le podcast qui seront de nouveau présents pour les débriefs. Et surtout, les annonces, surtout, c'est l'offre d'abonnement que nous vous proposons à 2,99 €, alors qui viendra dans les semaines à venir. On vous redétaillera. Pour l'instant, il n'y a pas de lien, mais on vous mettra un lien dans la description sur YouTube pour vous abonner directement. Si vous le voulez, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Donc, le podcast débrief qui sera en contenu gratuit, disponible tout le temps en replay, évidemment, et en live. Mais surtout, les annonces par rapport à cette formule d'abonnement. La Minute Coach avec Yacine Amnet, si vous voulez voir les débriefs tactiques de coach Yacine sur les matchs du Paris Saint-Germain, ça sera dans cette formule payante à 2,99 € mensuel. Il y aura une émission premium thématique autour du PSG, c'est-à-dire des JB
des sujets à froid. On reviendra sur des sujets hors débrief des matchs, par exemple, comme la situation du Parc des Princes, par exemple. Voilà, exactement. Il y aura aussi finalement une réflexion sur l'économie du PSG. On essaiera d'aller sur des thématiques qui sont éloignées du sportif. L'objectif, c'est de regarder le PSG dans son ensemble et on n'exclura pas finalement de parler de tout ce qu'il y a autour du PSG. C'est à ça que ça va servir, c'est d'avoir des émissions qui permettent d'aller plus loin. Le débat, par exemple, qu'on vient d'avoir sur football de position et transition, bah, ça peut faire partie justement de ces émissions. Et puis il y aura aussi, et c'est là où on vous attend, c'est là aussi où on a besoin de vous, il y aura des événements qui auront pour objectif de mobiliser la communauté. Et dans le cadre de ces événements, il y aura des quiz qui seront organisés aussi. L'objectif, c'est de faire gagner des cadeaux et des places au parc. Toutes ces initiatives, elles ont pour objectif de faire perdurer PU, de l'amener finalement à se pérenniser. C'est ça qui nous importe. Ce qu'on veut, c'est pouvoir continuer les podcasts, d'avoir toujours la même envie de le faire, en sachant que ça demande énormément de temps à tout le monde. Et c'est ça justement qui est important. C'est pour ça qu'on a mis en place cette offre mensuelle qui sera accessible via YouTube et sur laquelle on reviendra dans les semaines qui viennent. Et c'est pour ça aussi qu'on réduira, là, je disais, bon là aujourd'hui on a fait un peu plus long parce que c'était le retour, allez on vous a laissé un peu plus, mais c'est pour ça que les podcasts seront plus courts désormais, les débriefs de match, parce qu'il y aura d'autres émissions et d'autres contenus pour développer sur d'autres thématiques et d'autres angles liés autour du Paris Saint-Germain. Donc tu l'as détaillé JB, l'émission premium thématique, il y aura un entretien mensuel avec voilà, une grande figure du club, actuelle ou passée, un ancien joueur, un ancien dirigeant, un supporter, un ultra, qui répondront aux questions de vous, les abonnés, ceux qui nous suivez au quotidien. On vous sollicitera pour voilà, poser toutes les questions à l'invité qu'on le recevra. On espère dans des locaux, hein, on travaille dessus pour avoir dans des locaux et produire ça de façon un peu plus qualitative pour que ça soit plus agréable pour vous aussi à écouter. Des événements, voilà, des soirées trimestrielles avec la communauté. Donc on invitera plusieurs personnes qui suivent qui suivent les podcasts et des briefs et les différents réseaux sociaux de Paris United, de la communauté Paris United, pour venir avec nous discuter du Paris Saint-Germain. Et donc, JB l'a rappelé, un quiz mensuel pour gagner des cadeaux et des places au Parc des Princes. Voilà, il y aura d'autres retours. Il y aura Clément qui sera avec nous. Il y aura Samy Mochtabi qui vient aussi de temps en temps avec nous. Il y a évidemment Cédric, que vous connaissez bien, Lucas qui sera avec nous aussi dans les podcasts. Mousse va aussi revenir avec nous. Et on vous met, Yacine, tu as bien fait de le mettre, le lien du compte TikTok de Paris United, puisqu'on va séquencer un peu l'émission et voilà, sortir un peu des capsules, des avis de chacun. Par exemple, juste le débat autour de est-ce que Paris est une équipe plutôt de contre-attaque cette saison. Voilà, on essaiera un peu de séquencer l'émission pour pas avoir juste l'intégralité du podcast à partager et enrichir nos réseaux sociaux. Et donc, on vous invite à suivre le compte TikTok de Paris United, Paris United 75, évidemment tous les autres réseaux sociaux. Je voulais remercier également pour terminer le podcast, avant de vous remercier tous les trois, Sacha Mas qui voilà, est accrédité avec Paris United et qui a tous les matchs du Parc des Princes et qui nous développe de magnifiques photos, des contenus aussi qui vont alimenter le compte TikTok et les réseaux sociaux de Paris United avec ces magnifiques photos qu'il fait autour du parc et autour des buts en général. Sacha Mas, vous pouvez suivre sur son compte Instagram Nineprod, qui travaille avec nous depuis le début sur Paris United et qu'on remercie pour toutes ces photos et ces contenus qu'il nous fait. Remercier également Narrative pour le logiciel qui nous permet de faire ces podcasts et des briefs avec voilà, ces petites vignettes, ces visuels qui nous accompagnent depuis plusieurs mois maintenant, et on les remercie de pouvoir utiliser leur logiciel. Et puis voilà, de vous remercier tous les trois, Yacine, JB, Nico, pour ce retour du podcast. Content, heureux de la reprise du podcast. On est reparti, ça y est. Ils sont de retour. On est de retour et pour un bon moment, on l'espère. Et voilà, cette nouvelle formule d'abonnement vient pour prolonger l'aventure Paris United et surtout la pérenniser sur la durée. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce retour du débrief. Et rendez-vous, prochain rendez-vous, voilà, c'est dans pas trop longtemps. Ce sera après le match contre Nantes ce week-end de Ligue 1. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et on espère vous revoir évidemment très présent pour le prochain rendez-vous du podcast Hors-Jeu Capital. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Salut. Ciao. Salut.